Société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Hein. Sous la canicule, au milieu de l'hiver, dans les flammes de l'enfer, nous sommes toujours là pour faire d'excellentes émissions à la zone libre. Bonjour à tous, bonjour Noah, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir. Effectivement, sous la canicule, contre vents et marées, on fait émission alors qu'on aimerait bien être à la piscine, à la mer ou sous la douche. Je ne sais Au pas. lieu d'être les pieds dans l'eau, nous combattons pour la vérité. Nous allons donc faire une petite revue d'actualité pour vous donner le bref des infos importantes dans le monde. C'est proche de fin de juin. Bon, on vous prévient, on a mis des bassines d'eau sous nos pieds, ce qui améliore nettement nos performances intellectuelles. Tu la mets à quelle température, mon bon Noah? 38 degrés. Ah, J'ai un peu de la fièvre. Moi, je mets une petite eau à 15 degrés, ça c'est beaucoup trop incroyable. Alors, difficile de ne pas parler de l'ami Trump. Là, on s'éloigne un peu de Trump, même si ça le concerne assez profondément. On va commencer, malgré notre émission récente sur le conflit iranien, de reparler du conflit qui concerne Israël et l'Iran au Moyen-Orient. On a en plus de bombardements et d'actions sur le terrain, on a une montée aux extrêmes verbales aussi, dont tu vas nous parler. Mon bon Noah. Effectivement, pour rajouter un petit peu de la nouveauté, on va dire, par rapport à ce qu'on a déjà dit sur le sujet. Donc, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau, hein. Un hôpital israélien a été frappé par des missiles iraniens. Et on a eu la confirmation de la part d'un gradé de l'armée israélienne que leur affirmation comme quoi ils avaient réussi à frapper le site de production nucléaire iranien qu'ils cherchaient à avoir, eh bien, était un Fox, une mauvaise information. Ils se sont trompés. Et pour cause, parce que le site en question, le site de la convoitise, on va dire, et de la crainte des Israéliens, se trouve à 80 mètres sous une montagne. C'est quand même un petit peu chaud. Donc pour l'atteindre, il n'y a pas de 36 000 solutions. Il faut des projectiles qui sont dits bunker buster en anglais, ou sismiques, simplement en français. C'est-à-dire des charges explosives qui peuvent pénétrer la terre et aller y exploser. Et ce genre de charge, les Israéliens, ils en ont pas. Mais il y a un pays qui en a, les États-Unis. On a donc Benjamin Netanyahou qui, comme je l'avais déjà évoqué lors de l'émission précédente consacrée au sujet, a essayé d'intimer Donald Trump de s'impliquer dans le conflit en le laissant sous-entendre que les Iraniens seraient derrière ces tentatives d'assassinat. Bon, comme je le répète, on peut souligner le culot et le certain manque de pertinence de l'accusation, on va dire. Mais c'est surtout parce que les États-Unis sont détenteurs d'une arme qui serait capable de pouvoir atteindre ce site. Et il s'agit de la fameuse GBU-57, qui est plus connue sous le nom de Moab, ou la Mother of All Bombs, qui est un beau bébé de presque 14 tonnes, dont presque 3000 tonnes d'explosifs, qui est capable de pénétrer jusqu'à 60 mètres sous terre pour aller exploser des bunkers et toute installation souterraine, dont notamment le site d'enrichissement nucléaire iranien. C'est pour ça que les Israéliens aimeraient bien que les États-Unis mettent les mains dans le cambouis, parce qu'il n'y a que eux qui seraient a priori capables d'atteindre, du moins depuis l'extérieur, le site iranien. Sinon, leur option serait l'infiltration. Pas sûr que, pour le coup, même s'ils sont très bons, ils y arrivent. Bon, j'ai une fibre écologiste assez forte, mais j'aime surtout limiter les transformations environnementales. Je me dis quand même, j'ai une perspective un peu naïve. Quand on attaque la roche,
Bon, il y a certes dans les souterrains des éléments probablement dangereux, mais le randonneur au-dessus aime sa montagne. Il a des bonnes chaussures, un petit bâton de pèlerin, et voir sa transformation environnementale, parce que si c'est à 80 mètres sous le sol, le trou que ça doit faire et la façon dont ça doit impacter toute la roche autour et l'équilibre de l'environnement immédiat, ça doit être quand même fameux. Donc on voit quand même qu'il y a une radicalisation de la force engagée qui est quand même tout à fait sérieuse et un peu inquiétante à mon sens. Si on commence à faire des trous de ce genre-là, c'est pas tout à fait un problème de taupe, c'est quand même un peu plus conséquent. Bon, je comprends bien qu'un hôpital a été touché là récemment dans la nuit. Bon, soulignons quand même que les Israéliens sont les premiers à hurler à l'instrumentalisation des hôpitaux par les forces palestiniennes dans lequel ils mettraient leurs soldats, les obligeant à les attaquer. Bon, je ne sais plus à quel niveau de sérieux il faut prendre ce genre de déclaration, ou est-ce qu'on vit dans une saucisse, je ne sais pas. Nous vivons peut-être dans une saucisse, en tout cas les mots n'ont plus grand sens, et je crois quand même que le concept de post-vérité s'impose de plus en plus. Bon, personnellement, si on pouvait éviter de faire des trous dans les montagnes, même si l'Iran en est fortement doté, je crois que ce serait plus raisonnable, personnellement. Bah, effectivement, les dégâts que causeraient justement les Moab seraient sans doute très importants. On parle quand même de la bombe conventionnelle la plus puissante avant une arme nucléaire. Donc c'est quand même pas très marrant. C'est un gros jouet. Un gros jouet, on va dire. Il ne faut pas se gourer non plus, parce que ça ne doit pas être gratuit. J'ai deux informations contradictoires. Une qui dit 170 000 $, ce qui me paraît entre guillemets raisonnable, et plusieurs millions. Bon, je miserais plutôt sur plusieurs millions. Bon, après, honnêtement, si les États-Unis commencent à mobiliser ce genre d'armement, ça laisse présager quand même un armement massif en Asie et dans d'autres régions du monde de façon défensive. Je ne suis pas du tout certain que les Américains devraient faire démonstration de leur force qui est plus puissante quand elle est déclarative, en tout cas d'apparence. Bah, je ne sais pas s'il faut espérer ou pas qu'ils acceptent de s'engager ou d'en donner. Hein, qui sait, peut-être qu'ils pourraient juste les refiler aux Israéliens, mais pas sûr qu'ils aient les vecteurs pour les transporter jusqu'à la cible. Mais dans tous les cas, c'est surtout justement Benjamin Netanyahu qui fait du pied à la Maison-Blanche pour qu'il y ait une intervention et probablement le déploiement de cette arme. Sur le volet aussi diplomatique de la question, on avait parlé des alignements et tout ça qu'il y avait eu de la part des Européens, notamment de la phrase horrible de Friedrich Merz et de l'alignement d'Emmanuel Macron. Celui-ci a quand même, dans toute la demi-mesure, / posture de neutralité, / j'ai un cul entre deux chaises, de la part d'Emmanuel Macron, où il a appelé Israël à cesser immédiatement les attaques qui n'étaient pas liées au programme nucléaire balistique de l'Iran. Bon, s'il vous plaît, ciblez pas les civils et le reste du potentiel militaire dans le doute. Je ne sais pas si tu t'es fait cette réflexion, mais je trouve que les Américains se sont particulièrement montrés impuissants dans cette affaire et n'ont pas du tout pu empêcher le conflit d'une quelconque façon. Comme je l'ai déjà rappelé, hein, les États-Unis sont impuissants parce qu'Israël est un électron libre dans la zone. Hein. Israël n'a que peu faire des considérations de son grand protecteur. Parce que, sans doute, je suis assez certain de moi sur le fait que, pas forcément toutes les élites israéliennes, mais au moins Benjamin Netanyahu est confiant dans le fait que les États-Unis ne leur tourneront pas le dos en cas de réel problème. Et ça, en soi, c'est un problème, parce que ça fait qu'ils sont littéralement coquilles. Et ils deviennent un peu les bullies de la zone. En tout cas, on remarquera, ça fait la presse américaine qui aime bien les dissensions, la politique spectacle. On a eu
Ted Cruz qui s'est fait un petit peu échauder par Tucker Carlson, et on a une partie de la droite isolationniste en tête, les Bannon et autres, qui ont déjà été un peu glorieux après le conflit Musk. Trump qui représente un peu l'autre aile, parce que la tech est quand même relativement les Thiel, Peter Thiel et autres, étaient quand même dans les bonnes grâces d'une partie du parti républicain. On a des dissensions sur l'interventionnisme et l'excès de proximité avec Israël. Ces événements pourraient voir une évolution des relations israélo-américaines. Bon, on peut spéculer. On verra. En tout cas, on voit que ça fait du bruit. Pour l'instant, le Trump minaude ne semble pas vouloir ça. Il souffle un peu le chaud et le froid. C'est un négociateur. Bon, je te propose d'en discuter quand il y aura du nouveau. Effectivement, quand on aura quelque chose de plus concret à se mettre sous la dent. Mais voilà pour le petit point. Sinon, on vous encourage à aller voir notre émission qu'on a fait juste avant sur le conflit et ses racines, où on le traite de manière beaucoup plus globale. Et on prend notre temps. Je la mettrai en description de cette vidéo. Voilà. Deuxième événement, peut-être de moindre importance, mais d'importance quand même, les affaires de corruption en Espagne qui vont probablement recomposer la vie politique espagnole. On salue d'ailleurs l'excellent travail de Nicolas Klein, qu'on invite tous nos spectateurs à découvrir ou à redécouvrir ou à réécouter. Je mettrai ce que je trouverai de plus prégnant sur lui, parce que je n'ai pas trouvé son site personnel. Je l'invite à en faire un. Voilà, Nicolas Klein, excellent hispanisant. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, ces affaires de corruption, alors, ce sont les fruits d'un rapport de police qui laisse suggérer que Monsieur Santos Cerdán, donc numéro 3 actuel du gouvernement de Pedro Sánchez, serait lié à des affaires de corruption et de trafic d'influence dans lequel aurait trempé un autre ministre, enfin un autre ex-ministre, déjà auparavant. Et avec ça, on a eu justement des manifestations de plusieurs milliers ou même plusieurs dizaines de milliers de personnes à Madrid pour exiger la démission de Pedro Sánchez. Bon, ce qu'il a bien évidemment exclu, mais il a tout de même appelé Monsieur Cerdán à démissionner de son poste, et de ses deux postes, poste de ministre et poste de député, presque comme si c'était un aveu de culpabilité. Alors que je rappelle, il ne s'agit que d'un rapport et il n'y a pas encore de procédure déclenchée a priori contre M. Cerdán. Alors, si je peux me permettre un tout petit peu de contexte, c'est la troisième affaire qui s'accumule contre le personnage. On a une autre affaire qui a fait beaucoup de bruit, qui est autour de l'achat d'équipements de santé durant la pandémie Covid-19, à peu près comme l'affaire Van der Leyen, des histoires d'enrichissement liées à ça. Et pour contextualiser un pays que je ne connais pas bien, le gouvernement, dans un parlement de 350 personnes, députés, à 147 sièges, l'opposition 171, et par un jeu d'alliance avec le milieu, on a quand même la gauche au pouvoir, avec une opposition plus puissante au Parlement. Effectivement. Le gouvernement actuel, comme Nicolas Klein avait eu l'occasion de nous l'expliquer lors d'une émission qu'il avait fait chez nous, est actuellement dirigé par le PSOE, donc le Parti socialiste ouvrier espagnol, qui est la gauche, centre-gauche traditionnelle espagnole, et qui est en alliance avec la plupart, si ce n'est l'ensemble de la gauche, mais aussi les régionalistes, les divers régionalistes au Parlement national, pour maintenir l'intégrité du gouvernement. Ce qui fait que le gouvernement actuel est très dépendant des partis minoritaires régionalistes, ce qui vaut beaucoup de critiques à Pedro Sánchez dans le fait qu'il fait beaucoup de concessions à ces dix partis pour maintenir en place son gouvernement. Mais bon, là, c'est pas ça que ça concerne. Ce sont les affaires de monsieur Cerdán. Oh, pardon. Ouais. En tout cas, on a la presse de gauche qui s'inquiète d'une obligation d'aller aux élections anticipées, ce qui favorisait l'extrême droite.
Bon, Ce- lui s'est exprimé différemment sur la question, en tout cas. C'est ça. A priori, Pedro Sanchez a balayé d'un revers de la main l'hypothèse d'élections législatives anticipées. Mais c'est vrai que les dernières élections, je crois, ne datent d'il n'y a pas très longtemps, 1 ou 2 années, si je ne dis pas de bêtises, et avaient vu justement la majorité du PSOE réduire, mais pas suffisamment pour que Pedro Sanchez perde son poste de Premier ministre. Là, effectivement, vu l'état actuel, les différents scandales, il est probable que le Parti populaire, la droite traditionnelle, remonte, mais aussi que Vox, donc l'équivalent de la droite dure, l'extrême droite en Espagne, monte également en cas de législative anticipée, étant donné qu'il jouerait sur le mécontentement et le côté oui, c'est ça, anti-établissement, j'imagine. Oui. Après, il faut être honnête que s'il veut éviter toute forme d'élection, il faut qu'il ne démissionne pas. Et ça paraît quand même difficilement concevable. Les affaires judiciaires sont lourdes quand même. Oui, mais après, elle ne concerne pas directement Pedro Sanchez. Ça concerne des membres de son gouvernement. C'est compliqué en termes de légitimité, mais tant que lui ne lâche pas et qu'il n'est pas poussé à lâcher, a priori, il restera. Bon, voilà, qui vivra verra, on le saura assez rapidement, à mon avis, parce que ça éclabousse lourdement la politique espagnole et les choses devraient se dénouer assez rapidement. Mhm. Dans une veine tout aussi inquiétante, mais d'apparemment moins grave, la monnaie suisse retourne au taux zéro. On soulignera quand même, bon, ça laisse à spéculation, mais l'incroyable conséquence des taux négatifs qui ont vu une immense concentration capitalistique, et qui nous ont en partie mené à l'inflation que nous connaissons tous. Et depuis mars 2024, les Suisses ont décidé de faire tourner de façon un peu plus énergique la planche à billets. Bon, soulignons quand même que la monnaie suisse est une monnaie refuge. Ce n'est pas n'importe quelle monnaie, ce n'est pas un token, c'est pas une monnaie qui a le même usage que le franc français, que l'euro qui doit stabiliser plusieurs économies, mais aussi être un vecteur de pondération de la balance commerciale. Bon, c'est quand même un assez mauvais signe. On souligne quand même que les banques suisses ne sont pas dans un si bon état, selon différents économistes, et par exemple le magazine The Economist, qui souligne quand même que, le nom m'échappe, donc je vais éviter de me ridiculiser, mais 2 des plus grandes banques suisses ont des bilans tout à fait catastrophiques. On soulignera quand même que l'effet levier de la Deutsche Bank a passé les 5 ans depuis très longtemps, donc elle est loin d'être... les banques suisses sont loin d'être les pires. On peut quand même admettre que tout le système financier occidental vit quand même sur un nuage assez étrange d'impression monétaire. Bon, en tout cas, on peut voir, il y a plusieurs angles de réflexion. Les Suisses, beaucoup de gens ont acheté du franc suisse. Les Suisses ont toujours imprimé parce que bon, ça permettait de diminuer sa valeur et de ne pas le laisser monter en flèche. Et donc, en fait, les étrangers financent l'économie suisse. Et d'un autre côté, on a eu un phénomène de déflation, ce qui est quand même un comble quand on regarde l'économie mondiale, enfin particulièrement l'économie occidentale, qui elle est sous le coup d'une inflation, bon, qu'on minimise, mais que tout le monde peut ressentir au magasin. Je vous invite d'ailleurs à regarder les produits au kilo, comme ça vous savez ma valeur de ce que vous achetez. Blague à part. Donc voilà, je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais c'est un signe, je crois, quand même, d'une économie mondiale qui est dans un drôle d'état. Après la crise japonaise, maintenant on parle entre guillemets de la crise suisse. De nouveau, difficile de tirer sur la comète des conclusions, mais on a quand même des signes un petit peu noirs. Est-ce que tu saurais pourquoi les bilans des banques suisses seraient aussi mauvais? Parce qu'a priori, c'est pas l'image qu'on a de la Suisse et de son système bancaire. En fait, il faut bien distinguer. La Suisse, c'est énormément d'institutions financières. Bon, c'est un PIB, je crois que c'est entre 12 et 14% du PIB sont des activités financières, et tu peux facilement mettre ton argent chez des gens très sérieux en Suisse. Il n'y a aucun problème. Mais bon, il y a quand même des banques. HSBC, je pense que c'est celle-là. HSBC, c'est une banque britannique, ça. Oui, c'est pas HSBC, ça me reviendra.
en tout cas, bon, toutes les banques sont en partie interconnectées, mais qui ont des activités sur les marchés et, euh, et qui malheureusement ont des produits financiers un peu en tout genre qui sont résiduels de ce qui s'est fait en 2008 et de ce qu'on a continué à faire en 2008. Des produits dérivés qui sont des petits paquets de produits qui sont des pertes, en fait, tout simplement, qui sont masqués en étant mélangés avec. Mettez un petit peu de métaux jaunes dans votre or, vous aurez toujours l'impression d'avoir de l'or. Et puis, à un moment, à force de mélanger, on ne sait plus trop ce que c'est. Ben, voilà le phénomène, tout simplement. Je vois. Enfin, voilà, donc la monnaie refuge qui baisse ses taux d'intérêt et qui continue à imprimer. Bon, elle a peut-être plus envie d'être une monnaie refuge non plus. C'est pas très très bon pour ses achats. Oui, c'est ça, mais a priori, là, du coup, la valeur du franc suisse baisse. On est d'accord. Elle a baissé, elle est à 0,9 par rapport à l'euro. Elle tourne depuis un bon moment entre un maximum de 1,2 et un minimum de 0,9. Oui, Elle bon, fait son petit bonhomme de chemin. on est quand même bon sur un On est taux raisonnable. de parité acceptable. On n'est pas sur le yen ou des monnaies sous-évaluées comme ça. On n'est pas dans un parc d'attraction. C'est une monnaie raisonnable. Bon. Eh bien, dans un autre registre beaucoup moins, j'allais dire spéculatif, mais si quand même un peu spéculatif, mais beaucoup moins réjouissant, sur la mort de monsieur Éric Denessé. Mort qui soulève pas mal de questions dont tu vas pouvoir nous parler un peu plus précisément. Bon, précisons que c'est un peu le problème de l'époque. Il y a une vague sur Twitter qui parle de ce décès, évidemment. Sinon, nous n'en parlerions pas. Bon, présentons quand même un petit peu le personnage. Après avoir travaillé dans la Marine nationale au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, bon, il a une carrière internationale. Il est chez Mantra Défense, il fait de l'intelligence économique. En Birmanie avec Total, puis il est directeur des études au centre d'études et de prospective stratégique, le CEPS. Il travaille ensuite au sein de l'Argo. En 2000, il est pris à HEC. Donc, on a, avant de créer et diriger le groupe GEOS. Et il sera un proche de Perucci dans l'affaire Alstom. Donc, quelqu'un qui tient quand même un certain nombre d'engagements. Bon, ce qui est intéressant avec le personnage, c'est qu'il se fera traiter de pro-russe, d'anti-russe, d'à peu près tout ce qu'il ne faut pas. C'est quelqu'un qui aura quand même subi une ostracisation assez sérieuse dans l'espace médiatique. Il passait avant relativement régulièrement à la télévision, puis quand il a pris ses positions sur la guerre en Ukraine, qui ont été assez sèches, c'est-à-dire assez directes, parlant assez rapidement de la défaite ukrainienne et des mensonges, selon lui, de la presse sur le rapport de force sur le terrain. Il aura été lourdement ostracisé. Galacteros en a parlé, et un autre de ses élèves, dont le nom ne me revient pas immédiatement, et un ancien proche qui en a fait Enfin, il a été dans l'entourage, dans le petit monde de la géopolitique française. Bon, une personnalité quand même relativement reconnue, malgré sa tardive ostracisation à l'aune de la situation ukrainienne. Bon, certains semblent dire qu'il y a une vague de gens dans l'intelligence qui disparaît en ce moment. Bon, la liste n'a pas été étayée, mais il en ferait partie avec 5 à 6 autres personnes dans le même corps de métier. Les autres morts, au moins 2, je crois, étaient issus du renseignement intérieur, donc de la DGSI. Voilà. Ça peut paraître bizarre. C'est une vague de suicides. Vu la chaleur qu'il fait, on peut le penser. Ça peut donner des envies. Surtout s'ils se connaissent, ils boivent les mêmes alcools. Bon, c'est intéressant parce que Galacteros avait l'air de plutôt privilégier la thèse du suicide. Bon, elle est réserviste, elle a des engagements envers l'État français, même si je la crois plutôt honnête. D'autres disent dont sa famille, qu'il
il n'était pas affecté par son ostracisation. Elle avait l'air de dire que peut-être dans un moment de faiblesse, trop affecté par les médiocres qui lui mangeaient les mollets, il aurait pu passer à l'acte. C'est toujours la joyeuseté de ce genre de situation, c'est qu'on peut en parler très très longtemps. C'est difficile à dire. Bon, quand on aura les noms et le détail des autres qui sont éventuellement aussi suicidés, comme on dit, on pourra commencer à quand même se questionner. Bon, en tout cas, ça sent pas très bon au Royaume de France, ni sur la scène internationale. Et c'est ça, les morts ne sont jamais trop des bonnes nouvelles, bon, sauf pour certains cas, on va quand même le dire. Mais là, on était sur quelqu'un qui était quand même un spécialiste, un expert plutôt reconnu avant que ses positions ne dérangent dans son domaine d'expertise. Donc, c'est tragique. Et ensuite, c'est curieux et bizarre. Oui, oui, oui. Bon, c'est toujours des domaines aussi où, bon, ben, les suicides sont bizarres. Il faut être un peu lucide. Tout ce qui tourne autour des services et de l'information de cet ordre-là, bon, on l'a retrouvé donc dans sa voiture, un pistolet à côté de lui. Un fusil de chasse, je crois. Non, pardon, excusez-moi. Un fusil de chasse dans sa voiture. Personnellement, j'aurais été en forêt. C'est plus agréable. Le petit bruit des criquets, une petite atmosphère. Bon, chacun fait ce qu'il veut. C'était peut-être un amoureux d'automobile. Bon, on essaie de plaisanter, mais bon, c'est certainement des événements graves. Bon, écoutez, en tout cas, on salue sa famille et on espère que c'est pas le début d'une vague de mauvaises nouvelles. Effectivement. Parce que nous, on s'engage quand même, on prend des positions. Je voudrais pas qu'on vienne me faire des choses pour les petits. Je suis de gauche, ne me faites pas de mal. On ne souhaite pas la mort des gens et on est triste. Voilà, Et on ne souhaite pas notre on a un propre cœur. mort non plus, Bien s'il vous sûr. plaît. On tient à signaler que l'on est parfaitement satisfait de notre vie et on ne pense absolument pas au suicide. On n'a aucune raison de mourir, du moins de manière naturelle. Absolument. Si vous voyez que qu'on vient vous déclarer qu'on est mort, s'il vous plaît, mettez un like et partagez la vidéo pour nous soutenir, nous et nos familles. Exactement. Sur cette note un peu légère, on va passer à un sujet qui est tout aussi léger, enfin, plus léger surtout, qui est cette chose qui avait de la valeur, mais qui aujourd'hui, j'imagine, a autant de valeur que, je sais pas, j'allais dire un paquet de cartes Yu-Gi-Oh! Tu parles de Euh, Nicolas Sarkozy? Ah non, je parle de la Légion d'honneur. Nicolas Sarkozy, il a quand même une valeur qui est un peu plus élevée, je pense, notamment avec son patrimoine. Non, mais en termes purement financiers, il doit rapporter de l'argent, Sarkozy, tu vois. Tu captures Nicolas Sarkozy avec un lasso, et puis tu le vends à quelqu'un, je suis sûr que tu peux en tirer un bon prix. Bien sûr, évidemment, il ne faut pas faire ça, hein. C'est illégal. Voilà. Et donc, depuis le temps que des gens le demandent, des gens bon, surtout issus de la gauche quand même, mais pour des raisons raisonnables quand même, que Nicolas Sarkozy soit déchu de sa Légion d'honneur. D'ailleurs, je ne sais même pas à quel titre il l'a reçu, hein, je ne sais pas, pour service envers l'État, vu que c'est un ancien président. C'est dire à quel point ça vaut quelque chose, la Légion d'honneur. Eh bien, il a fini par en être déchu. Et j'avoue ignorer pour quelles raisons justement il en a été déchu, mais j'ose imaginer que c'est lié à ses affaires de financement libyen, l'affaire, comment il s'était fait appeler déjà, Paul Bismuth, avec Madame Liliane Bettencourt, tout ça, tous les trucs de corruption et trafic d'influence. Et aussi le fait qu'il était sous bracelet électronique dont il a été libéré il y a de cela quelques semaines ou quelques mois. Bon, nous faisons l'honneur à Sarkozy de parler de cette histoire. Soulignons quand même que c'est le deuxième chef d'État dans l'histoire de la France, donc après le général Pétain, à se voir déchu de la Légion d'honneur. Mm. Bon, soulignons quand même qu'on la donne à peu près à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, pour n'importe qui. Enfin, c'est absurde.
Oui. Il y en a qui calent des portes avec, tellement on en balance des boîtes par jour. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je crois néanmoins qu'il l'a reçu pour une histoire de sauvetage. Donc, pour le coup, quelque chose plutôt moins respectable. C'est ce que dit Retailleau, en tout cas, qui dit, bon, écoutez, il l'a reçu pour une fusillade dans une école qu'il a réussi à dégoupiller. Ah oui, ça me parle quand il était maire de Neuilly. C'est ça, oui. Hmm. Disons qu'il y avait d'autres choses à lui reprocher. Là, pour le coup, c'est absurde, mais vous êtes en France, c'est absurde, c'est normal. Bon, je Nous pense pas vivons que dans le une saucisse. personnage en avait besoin. Nous vivons dans une saucisse triple A, de la belle andouille. Euh, parlant d'andouille, parlant de Sarkozy. Euh, dans tous les cas, je pense pas que ça serve à quoi que ce soit. Le personnage est relativement démonétisé. Ça n'a pas beaucoup de sens, je crains. On a plutôt demander qu'il rembourse l'argent de l'or qu'il a vendu aux Américains à moitié prix, ça me paraît plus intéressant, personnellement. Mais bon. Ah, c'est une question de symbole pour le coup, et c'est un symbole qui, en tant qu'homme de gauche, hein, et toi aussi en tant qu'homme de gauche, eh bien, c'est un symbole qui, quand même, est positif, quand même, il n'a aucune valeur, à part symbolique, bien sûr. Non, je suis pas très convaincu, personnellement. Ah, j'essaie de me rassurer, mais bon, effectivement, comme tu l'as dit, hein, la Légion d'honneur ne vaut rien, et malheureusement, effectivement, elle ne vaut rien, mais bah, vu qu'on la donne à n'importe qui pour n'importe quoi, eh bien, on a fini par la donner à madame, enfin, il a été annoncé que Mélanie, donc désolé, je n'ai pas trouvé son nom de famille, je suis très mauvais. La surveillante qui a été assassinée à Nogent allait la recevoir à titre posthume. Je pense que ça fait une belle jambe, bah, à son esprit et à sa famille, de constater que l'État est derrière elle à ce point-là. Elle laisse un fils en bas âge derrière elle, quand même. Bon. Effectivement. Il pourra se targuer d'avoir eu une mère qui a reçu la Légion d'honneur, sans doute. Bon, on enlève les timbres, on met les timbres. Bon, bah, écoutez. Vive la France, vive la République. Je veux pas de mots, je trouve ça absurde. Tout ça me paraît lourdement absurde. Bon, soulignons que Retailleau a soutenu Sarkozy, que Bardella aussi a soutenu Sarkozy. Bon, le personnage n'est pas du tout de mon goût. Soulignons quand même qu'il a été président de la République. Enlever une Légion d'honneur à un président de la République, est-ce que c'est faire honneur à la France? On la donne quand même à peu près à n'importe qui. Cette pauvre dame, il aurait mieux fait de la protéger un peu sérieusement et d'empêcher que ça recommence au lieu de balancer des pins à des morts. Bon, écoutez, je propose de parler d'autre chose parce que ça m'ulcère. Eh bien, dans ce cas-là, parlons d'autre chose. Bon, plus gai, je ne sais pas, mais notamment la volonté du gouvernement français d'interdire les écrans pour les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans et bah, évidemment, par ceci, hein, c'est pas drôle, notamment à la maison parce que, bah, sinon ça n'aurait aucun effet. Personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis favorable à la limitation et à un contrôle très strict, de, bah, des écrans vis-à-vis des enfants, mais je trouve ça très déplacé que l'État vienne mettre son nez, comme ça dans la vie privée des parents. Je considère que c'est de la responsabilité des parents, ce genre de choses. C'est une bonne chose, mais c'est pas à l'État de le faire, c'est aux parents d'être responsables, là-dessus, malheureusement. Bon, c'est un nœud assez épais en fait, politique et philosophique ce sujet. J'aimerais partir un peu du médical, du fonctionnement du cerveau et du neurodéveloppement et du développement de l'enfant. Ici entre 0 et 6, mais je vais l'étendre un peu. Parce qu'en Belgique, un grand baromètre a été fait. On fonctionne assez comme ça, on fait des gros sondages massifs sur certains sujets, puis on légifère. Donc c'est un peu un sujet, à mon avis, qui vient de l'Europe parce que c'est un peu synchro. Un grand baromètre a été fait auprès des Belges. Est-ce que vous valideriez l'interdiction des écrans à l'école? Et les Belges sont pour à plus de 70%, très largement dans toutes les régions. À Ah quelques oui. variations. Les Bruxellois sont à 68, les Flamands à 79,
les Wallons à 74. Plus un écran à la télé jusqu'à 18 ans. Point. Ah oui, ça inclut les potentiels cours de technologie, d'informatique et des trucs comme ça? Ah non, mais... Ah oui, c'est quand même radical. Non, mais j'imagine qu'il y aurait quelques écrans, mais bon, ce serait le téléphone, en tout cas, principalement. N'importe qui a passé un peu de temps avec un gosse de moins de 15 ans est halluciné par l'incapacité de l'enfant à être ailleurs que sur son téléphone et le choc que c'est sur sa capacité d'attention. Bon, en tout cas, d'un point de vue médical, on peut quand même dire de façon assez stricte, même si c'est assez polémique, si entre 0 et 6 ans, tu n'as pas été stimulé correctement, stimulé, hein, pas par des écrans qui perturbent ton cycle circadien, qui perturbent tes capacités d'attention et qui sont une conception passive du plaisir, parce que ça stimule ton circuit de la récompense. Mais c'est génial. On te met Tu devant ne les fais dessins rien. animés. On peut te mettre 18 heures devant les dessins animés, tu bougeras pas, il n'y a aucun problème. C'est génial pour les parents qui n'ont pas quelque chose qui fait du bruit, qu'il faut stimuler, qui font papa, je m'ennuie, papa, elle est où la voiture, papa, on fait quoi, papa, viens, on va chez le voisin, papa, je peux jouer, papa, tu veux jouer. Bon, c'est sûr que quand il y a Dragon Ball, c'est Kamehameha, et en tant que Kamehameha, c'est plus agréable. C'est sûr que c'est plus simple. D'ailleurs, quand on va au restaurant, on peut voir des mamans qui ont un bébé qui fait du bruit, puis ils mettent un téléphone devant, et puis ça bouge plus. C'est trop génial. C'est assez impressionnant dans les transports, dans les restaurants. Quand on sociabilise, on voit des gens qui ont la touche magique du j'éteins l'enfant en mettant un écran devant. Bon, Ouais. le problème, c'est que c'est une conception très passive du développement. Et tu ne développes pas ton cerveau, puisque ton cerveau est en mode passif. Un enfant, normalement, on met des jouets devant lui et il doit non seulement stimuler sa volition, sa volonté, à aller vers les choses. Je m'ennuie, donc je fais quelque chose. Je vais vers les jouets. Mais en plus, il joue, il s'active. Vaut toujours mieux lire que regarder un écran. Vaut toujours mieux bricoler que regarder un écran. Il y a 1000 activités. Et malheureusement, le développement de ton cerveau après est plus ou moins, entre guillemets, j'exagère un peu, parce que ça dépend d'un enfant à l'autre et c'est contextuel, mais à partir de 6 ans, tu es cuit, quoi. Ton cerveau est là. Et tu as des disparités assez colossales entre les enfants. Prends tous les gosses qui n'ont pas eu de télé à la maison et des parents qui ont fait gamin solfège, gamin petit jeu logique, gamin on joue aux cartes, gamin on fait des trucs. T'as quand même un mollusque face à une Ferrari. Donc je crains malheureusement que. Donc ça c'est un premier point. Puis là je viens sur le point que tu abordais, c'est l'intrusion de l'État dans la parentalité, dans le foyer, qui est un vrai problème, on est d'accord. Néanmoins, moi j'aurais tendance à te dire, on est dans une compétition mondiale. On veut des informaticiens, des ingénieurs, et tout le monde nous dit, même si moi je suis pas du tout un partisan de cette thèse, que il va falloir du cerveau et qu'il y aura des chômeurs et des cerveaux. Dans les cerveaux, on n'est pas très bien parti. Et le niveau scolaire et le niveau cognitif occidental, il n'est pas au point, quoi. Pas du tout au point. Et le désengagement parental, c'est aussi parce qu'on nous a vendu. Non, mais l'enfant doit se développer lui-même. C'est une plante, on ne fait qu'à peine l'arroser et il ira vers le ciel. Non, 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 pas du tout. Il viendra obèse, il va pas bouger, et puis ça va devenir une sorte de plante mollusquesque. Ça va être répugnant, une sorte de Frankenstein immonde. Ça ne marche pas comme ça. Un gosse, ça se stimule. Et on lui met des limites. Je n'ai pas dit qu'il fallait. Enfin bref, on dirige un enfant. Hein. C'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est intéressant, il peut changer de genre, mais il faudrait peut-être aussi qu'il ait le droit de fumer et de se tatouer. Enfin bref. Et voilà. Donc, d'un côté, on a quand même une intrusion de l'État et on aimerait que des parents responsables n'aient pas à subir cela. Le problème, c'est que je te répondrai assez franchement. Des parents responsables, c'est une denrée qui commence un stock qui commence à atteindre un petit peu ses limites et c'est inquiétant. Donc je suis malheureusement plutôt pour une intervention étatique là-dessus. C'est bien tout le problème. Je suis d'accord avec toi que les parents responsables se font malheureusement rares, mais ultimement, je suis d'accord. C'est, comme j'ai dit, c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne idée, mais ça devrait pas être à l'État de faire ça. Malheureusement, mais oui, des fois il faut cadrer.
mais je peux pas m'empêcher d'être dérangé, de ne pas apprécier ça. Ah, moi, tu sais, les fois où je vois un gosse de 2 ans avec la mère qui lui file un écran, j'ai une fois fait la blague, je la ferai plus, je fais, mais donnez-lui plutôt de la coke. Je pense qu'il faut qu'il vive des trucs. Parce qu'en termes de destruction de cerveau, on n'est pas loin, je t'assure. Mais il y a aussi, je crois, aussi un manque de connaissances de la part des parents. Chacun se dit oui, moi je regarde l'écran, pourquoi mon gosse pourrait pas regarder l'écran? C'est un plaisir, ça lui fait plaisir. De toute façon, quand on lui donne pas, il hurle tellement fort que bon, on sait plus quoi faire. C'est pas facile, mais je crois qu'on a. Il faudrait aussi engager des vraies formations à la parentalité et aux conséquences de certains modes éducatifs, quoi. Un enfant obèse à 10 ans avec un IMC de 30 à 10 ans, il va pas vivre vieux. Il va pas vivre en bonne santé, hein. Il va pas passer 65 ans et il va avoir des problèmes de santé dès 35 ans. C'est grave, quoi. C'est très très grave. Au lieu de vivre 80 piges en bonne santé. En plus, vous imaginez bien toutes les répercussions sociales, maritales, potentielles et autres, quoi. Enfin, je veux dire sérieusement. Donc bon, la responsabilité n'est plus du tout une valeur qu'on met en avant. J'aurais tendance à vous dire, si elle n'est pas là, il faut peut-être légiférer un petit peu. Oui, des fois, il faut forcer le cours des choses. Mais bon, Bah, surtout les enfants, quoi. qui est, ça fait très peste ou choléra. Qu'est-ce que vous préférez comme poison? Oui. Après, soyons sérieux, on va pas envoyer un flic chez les gens. Ah, il a Bien regardé sûr, quand l'écran. Bon. bien sûr, mais c'est comment dire, c'est le côté précédent et c'est l'intention de l'intrusion dans la vie privée qui est dérangeant. Mais Après, on veut scolariser les enfants plus tôt. ouais, aussi. Bon, bah, après, on verra quelle évolution ça prend et si c'est fait, parce que bon, on est habitué aux effets d'annonce, quoi. Oui, effectivement, ça va dans la veine d'Emmanuel Macron qui a annoncé vouloir interdire, je crois, les téléphones, enfin non, les réseaux sociaux. Pardon. Les réseaux sociaux avant 15 ans. Bon, là aussi, hein, comme j'ai dit, favorable, mais à voir si ça empiète pas justement sur le privé. Mais bon. Après, le problème aussi, que c'était pour compenser le fait qu'ils ne punissent pas les malfaiteurs. Donc, bon. Bien sûr, non mais il faut taper le mal à la racine. Le mal, c'est les réseaux sociaux. Oui, bon. Et les jeux vidéo rendent violents. Oui. La base. C'est la base. Très bien. En tout cas, si Macron interdit les réseaux sociaux, il n'interdira jamais la zone libre. Inscrivez-vous à nos réseaux, partagez, discutez dans les canaux, sur notre Discord, dans le chat, discutez de nos sujets en famille. Parlez de nous, nous parlerons de vous. Merci à tous. Merci Noah. Merci David. Bonne soirée. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.